Bien, donc on va commencer la dernière série de tables rondes et celle-ci porte donc sur la diplomatie selon Macron. Quand on a élaboré le programme des géopolitiques de Nantes, Emmanuel Macron venait d'être élu. Maintenant, on est 4 mois après son élection, donc on commence à avoir un petit peu de recul justement par rapport à cette politique étrangère d'Emmanuel Macron. On a un peu de recul, mais je pense qu'il faut encore attendre un peu pour y voir peut-être encore beaucoup plus clair. Mais enfin, ça, les intervenants vous le diront. Ce qu'on a vu, en tout cas, sur ces 4 derniers mois, il y a d'abord eu ce que j'appellerais les gestes, c'est-à-dire les gestes visibles. Premier geste, par exemple, ça a été lors du sommet de l'OTAN, où il se dirige tout d'abord pour saluer Angela Merkel et pas Donald Trump. Donc ça, c'était sans doute un symbole d'une volonté d'abord de renouer avec l'Allemagne et puis surtout de politique européenne. On a eu l'invitation de Poutine à Versailles. Et à Versailles, ce qu'on a vu, c'est à la fois, d'un côté, une volonté de renouer avec la Russie, de renouer le dialogue avec la Russie, mais en même temps une très grande fermeté sur le rôle qu'avaient pu jouer les médias russes dans la campagne électorale française. On a eu l'invitation de Donald Trump donc, lors du 14 juillet, lors de la fête nationale française. Ça a d'ailleurs été parfois reproché à ce moment-là à Emmanuel Macron, mais c'était aussi la volonté de se positionner en fait au centre du débat diplomatique mondial, c'est-à-dire replacer la France dans ce débat diplomatique mondial comme un pays pivot. Et puis on a eu tous ces discours qui maintenant commencent à donner justement un peu du fond à cette politique diplomatique d'Emmanuel Macron, et c'est toujours cette volonté de replacer la France au centre du jeu diplomatique. Donc on a eu le discours à la conférence des ambassadeurs, où les 3 grands mots ont été sécurité, indépendance et influence. Donc des discours qui sont d'ailleurs en général très structurés. On a eu le discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui venait juste après celui de Donald Trump. Et là, c'était l'accent sur le multilatéralisme qui était affirmé. Et puis, on a eu également ces 2 discours sur l'Europe avec une vision qui est affirmée à chaque fois, une vision des propositions, donc le discours d'Athènes et puis le discours de la Sorbonne de la semaine dernière. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une rupture avec les régimes, avec les présidents qui ont précédé, avec Nicolas Sarkozy et François Hollande notamment. Est-ce qu'on a un retour vers le gaulo-mitterrandisme? Voilà les questions donc, qui se posent aujourd'hui. Et je vais tout de suite passer la parole à Pascal Boniface. On aura 4 intervenants, donc Pascal, et puis donc Pierre Aski, qui a dirigé le service étranger de Libération, et qui a été cofondateur de Rue 89 et qui est chroniqueur international à Obs. Jean-Dominique Merchet, qui est journaliste spécialisé sur les questions militaires, et puis Nicolas Tenzer, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Voilà. Pascal. Merci, bonjour à tous. Au cours de la campagne électorale, Emmanuel Macron, de façon peut-être surprenante, a fait à 3 reprises au moins référence au gaulo-mitterrandisme, en disant qu'il inscrirait son action diplomatique dans le gaulo-mitterrandisme. Alors c'est un sujet vaste parce que, selon moi en tous les cas, mais je sais qu'il y a des désaccords sur ce point, en politique étrangère, la ligne de clivage n'est pas entre la droite et la gauche, comme sur d'autres sujets, mais effectivement entre gaulo-mitterrandiste d'un côté et atlantiste ou occidentaliste de l'autre. Alors, qu'est-ce que le gaulo-mitterrandisme? C'est la définition de la politique étrangère faite par De Gaulle, qui a été suivie et amplifiée par François Mitterrand, pour lequel, grosso modo, l'importance, c'est l'indépendance. La France est un acteur majeur. Elle est liée à des alliances, mais elle doit avoir une politique indépendante qui n'est pas dictée par un allié protecteur. Et elle doit avoir des liens avec ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents. Elle n'est pas enfermée dans un schéma.
De l'autre côté, je fais court, on aura peut-être le temps de voir plus dans les détails, les atlantistes hier, les occidentalistes aujourd'hui pensent qu'il y a une menace majeure. Hier, l'URSS, aujourd'hui le terrorisme, mais aussi la Russie ou la Chine, et que face à cette menace existentielle, l'indépendance de la France n'est pas la priorité, c'est la protection, et donc il faut se remettre à un protecteur étranger, à savoir les États-Unis, et pas faire valoir trop nos différences. Certains ont dit que cette distinction était du temps de la guerre froide, et que la guerre froide terminée, elle n'avait plus lieu. Alors bien sûr, la fin de la guerre froide, la fin du monde bipolaire est venue changer. Mais par exemple, le refus de Jacques Chirac de la guerre d'Irak s'inscrivait tout à fait dans cette tradition gaulo-mitterrandisme. Et on peut mettre en parallèle la décision britannique de la décision française. Tony Blair était tout à fait conscient des dangers que représentait l'implication et la guerre d'Irak, mais pour lui, la priorité était l'alliance avec les États-Unis. Et donc, même s'il avait des doutes sur la pertinence d'aller faire la guerre en Irak, il mettait avant tout l'alliance avec les États-Unis, d'où le soutien à la guerre d'Irak, alors que Jacques Chirac, lui, a mis en avance, disons, les équilibres mondiaux, le développement du terrorisme, le fait que la France puisse porter une voix différente, et donc il a fait de la priorité une position indépendante par rapport à ce projet. Alors, quand est-ce que le gaulo-mitterrandisme a pris fin? Il n'a pas vraiment pris fin, mais il s'est affadi. Il s'est affadi au fur et à mesure, notamment avec Jacques Chirac. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a fait cette rupture, c'est Jacques Chirac lui-même dès 2005, parce qu'il il a eu peur de sa propre audace. Il a vu les campagnes anti-françaises, le French bashing aux États-Unis. Il a pris peur de cela. Il est très vite rentré finalement dans le rang, comme s'il a eu peur d'avoir raison trop tôt. Et il y a eu une sorte d'affadissement qui a été poursuivi par Nicolas Sarkozy. Et ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande ne se sont jamais référés au gaulo-mitterrandisme. Pourquoi? Parce que Sarkozy, lui, clamait haut et fort l'appartenance de la France au monde occidental en faisant une priorité, et que François Hollande, c'est la différence qu'il a avec Macron, n'était pas dans le conceptuel. Il voulait être dans le pragmatique, et il n'a jamais fait un discours d'ensemble sur la France dans le monde, y compris à chaque fois qu'il en a eu l'occasion, lors de la semaine des ambassadeurs où tous les diplomates français sont réunis. Donc Macron est en rupture avec eux. Est-ce que c'était au cours de la campagne électorale? Est-ce que, devenu président, il a respecté ses engagements? On peut dire, grosso modo, oui, à une exception près. Effectivement, par rapport à Donald Trump, certains ont été choqués qu'il l'invite au 14 juillet. Mais d'une part, c'était le président des États-Unis qui a été invité, plus que Donald Trump. Et on peut dire que par rapport à Trump, Macron a fait le choix de faire une câlinothérapie matinée d'opposition. C'est-à-dire qu'il ne va pas maltraiter Trump, il ne va pas l'agresser verbalement, il ne le prend pas de front, mais sur de nombreux sujets, des sujets qui sont essentiels, l'accord nucléaire avec l'Iran, l'accord de Paris sur le climat, il a une ligne et il l'oppose. Donc il fait des mamours à Donald Trump qui n'est pas insensible, et donc il a été très heureux d'être là au 14 juillet, mais ça n'empêche pas une fermeté sur les grands dossiers sur lesquels la France a une position tout à fait différente de celle des États-Unis. Sur la Russie, évidemment, le fait de recevoir Poutine à Versailles allait susciter de nombreuses critiques, de gens qui disent on ne parle pas au dictateur, Poutine, etc. Mais ça, en recevant Poutine, Macron était complètement dans la ligne gaulo-mitterrandisme. De Gaulle a eu une politique d'ouverture de l'Union soviétique qui était normalement quand même plus loin de la France que la Russie d'aujourd'hui. Et c'est justement bien incarner ce gaulo-mitterrandisme qu'à la fois de recevoir Poutine, mais d'avoir un discours de franchise brutale. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir comment Macron s'adapte à chacun de ses interlocuteurs. Une franchise brutale avec Poutine, qui adore ça, parce que lui-même pratique ce sport avec délectation, et enrobé de déclarations, d'effusions démonstratives avec Trump, qui adore ça, même si dans les deux cas, ça n'empêche pas ni la coopération, ni effectivement l'opposition, l'affirmation de principe. Il manque encore le volet chinois. Il devrait se rendre en Chine normalement au premier semestre 2018. Avant la fin de l'année, ça a été avancé alors. Donc prochainement, après le congrès, j'imagine, chinois. Et là, effectivement, il faudra voir. On peut penser qu'il aura un discours ferme sur les équilibres commerciaux, sur cela. Mais en même temps, Macron, sur tous ces sujets,
s'inscrit bien dans une ligne gaulo-mitterrandiste qui est de dire il faut prendre le monde tel qu'il est et si on veut le changer, on ne peut pas ignorer. On voit bien par exemple que sur la Syrie, il a une attitude différente de Trump. Macron ne pense pas que l'on puisse résoudre la crise syrienne uniquement en disant je ne parle pas à Bachar el-Assad puisqu'il est au pouvoir et qu'il y est pour quelque temps manifestement. Et que penser que l'on peut avancer sur la crise syrienne en excluant l'Iran de toute négociation ne peut que conduire à l'impasse et à l'échec. Et donc, dans tous ces gestes-là, on voit bien effectivement qu'il s'inscrit dans cette ligne-là. De même que sur le volet européen, il y a une forte volonté finalement de recréer le couple Adenauer-De Gaulle ou Kohl-Mitterrand. On voit qu'il y a une sorte de nostalgie, même si bien sûr, on n'est plus dans l'Europe à 6 ou ni dans l'Europe à 12. Et de façon très pragmatique, le couple franco-allemand reste toujours important. Il s'est délité au cours des 2 précédents quinquennats, en grande partie parce que la France a un peu perdu de sa pertinence aux yeux des dirigeants allemands, et qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, pour Mme Merkel, qui les a connus du bout à bout tous les deux, puisqu'elle en est à son 4e président de la République française, eh bien, tant Sarkozy que Hollande sont des gens qui prennent des engagements pour ne pas les respecter, pour dire on va réformer la France, etc. Et on voit bien que le deal qui peut s'engager entre Merkel et Macron, c'est je fais les réformes dont et Sarkozy et Hollande ont parlé sans jamais les faire, mais en échange de quoi il faut desserrer les taux de l'austérité. Et bon, est-ce que ce deal pourra avoir lieu avec la nouvelle donne électorale allemande? Quelle coalition va sortir en Allemagne? Effectivement, si c'est les libéraux, ça va être beaucoup plus difficile que si ce sont les Verts. Est-ce que les sociodémocrates vont reprendre leur engagement de ne pas aller dans la coalition? On peut dire que leur avenir est plutôt de ne pas y aller. Mais enfin, il y a beaucoup d'incertitudes, mais aussi c'est... Et ça, Mitterrand le faisait. Mitterrand faisait avant le sommet de Fontainebleau de 84 qui avait défait la crise européenne, Mitterrand s'était rendu dans chacun des 11 autres pays européens, dont les petits, dont personne ne veut jamais voir. Et là, bon, il y en a 26 à voir, c'est un peu plus long comme voyage, mais on voit que Macron a cette attitude d'aller dans chacun et de ne pas traiter de haut, ce qui est extrêmement déplaisant, mais ce qui est surtout contre-productif, les petits pays européens. Il y a 2 pays clés qui sont, pour des raisons différentes de politique intérieure, moins les partenaires naturels que la France, sur lesquels la France peut compter. C'est l'Espagne et l'Italie, qui sont des partenaires naturels pour la France, mais qui, pour des raisons de politique intérieure, sont un peu encalaminés et ne jouent pas ce rôle d'appui que la France peut espérer. S'il y a par contre un sujet sur le nucléaire iranien, là aussi, Macron tient tête une fois encore aux États-Unis, mais on voit bien d'ailleurs, et c'est un peu un lien avec le débat d'hier, c'est que sur ces sujets-là, ce sont les États-Unis qui sont isolés. Sur l'accord climat, même la Grande-Bretagne n'est pas d'accord avec même la Grande-Bretagne de Theresa May, c'est-à-dire le niveau vraiment... très faible d'indépendance par rapport aux États-Unis, même Theresa May ne veut pas mettre en l'air l'accord sur le nucléaire iranien, qui est tout simplement l'accord qui a permis les 2 options très catastrophiques d'un Iran doté d'armes nucléaires ou d'une guerre pour empêcher que l'Iran se dote d'armes nucléaires. Quand on se rappelle des catastrophes auxquelles a conduit la guerre d'Irak, même si beaucoup de ceux qui l'ont soutenu semblent l'avoir oublié depuis, mais bon, ça c'est les problèmes de mémoire, eh bien on se dit qu'il vaudrait mieux quand même ne pas recommencer cette guerre pour cela. Et donc on voit bien que ce sont les États-Unis qui sont isolés, et donc il est important que la France puisse tenir tête sur un sujet essentiel, et que le fait de faire des démonstrations d'amitié personnelle sur un ton registre personnel avec Donald Trump ne doit pas empêcher une très grande fermeté. Et rappelez-vous du clip en anglais tourné par Emmanuel Macron juste après la décision de Trump de se retirer de l'accord de Paris, où là aussi c'était une façon de lui répondre et de s'adresser directement non seulement à l'opinion américaine, mais également à l'opinion internationale. Il y a par contre un sujet sur lequel Emmanuel Macron se distingue totalement du gaulo-mitterrandisme, c'est sur le Proche-Orient. C'est sur le Proche-Orient où là, effectivement, il s'en distingue très fortement.
Le général de Gaulle avait rompu spectaculairement avec Israël après la guerre des 6 jours en disant « si Israël est attaqué, la France sera à ses côtés, mais si Israël prend l'initiative de la guerre, nous ne pourrions que condamner cela ». Et on se rappelle des mots prophétiques qu'il a eus dans sa conférence de presse de novembre 67 en disant que l'occupation de territoire allait susciter une résistance qui serait qualifiée de terrorisme, mais qui mènerait à un conflit durable. Et on se rappelle également que Mitterrand, très israélophile, et bon, a été le premier président de la Ve République à se rendre en Israël, à la Knesset, mais pour donner son soutien à Israël, mais pour dire aussi, et c'est important de le lire devant la Knesset, pour dire qu'il appelait de ses voeux la création d'un État pour les Palestiniens qui avaient autant que les Israéliens droit à leur État. Et lorsque le CRIF avait protesté contre la venue d'Arafat en 89 à Paris, François Mitterrand avait dit « Je ne fais pas la politique d'une communauté, je fais la politique de la France ». François Hollande avait promis en 2012, entre autres choses, de reconnaître la Palestine. Il ne l'a pas fait. Et dès son premier discours devant les ambassadeurs, alors que Paul-Jean Ortiz, son conseiller diplomatique, avait repris les éléments traditionnels du langage par rapport à cela, il avait adouci, ou plutôt affaibli en tous les cas, ce texte, et qu'il n'est plus jamais, pour des raisons de politique intérieure, Et Emmanuel Macron, pendant la campagne électorale, a dit qu'il ne reconnaît que la France ne reconnaîtrait pas unilatéralement l'État de Palestine et que ça dépendait d'un accord d'Israël. Donc c'est grosso modo donner un droit de veto à Israël, dire qu'il dépendra d'un accord entre Israéliens et Palestiniens. Le fait que la France reconnaisse la Palestine veut dire on attend un feu vert d'Israël pour reconnaître la Palestine. Alors on peut dire au moins il ne va pas trahir, contrairement à François Hollande, il ne va pas trahir un engagement, mais on voit bien que sur ce sujet-là, les éléments de langage, l'attitude globale est un retrait total, très, très fortement pour des raisons de politique intérieure, pour ne pas s'opposer au CRIF, très certainement, pour ne pas choquer une partie de l'opinion française, en prenant en compte un rapport de force qui est ce qu'il est, mais dont il n'est pas certain que parce que, bien sûr, on peut dire finalement, la France, si on fait un calcul cynique, on peut dire de toute façon, je veux dire, la France n'a pas de poids sur le sujet, la paix n'arrivera pas, et depuis 10 ans ou 20 ou 30 ans qu'on essaie de faire des choses, ça ne sert à rien. Et il y a une sorte de résignation de la communauté internationale. Mais en même temps, le fait que la France porte une voix différente sur ce conflit était une bonne partie de la popularité de la France dans le monde parce qu'elle était justement le pays occidental qui ne se limitait pas à une parole occidentale sur le sujet. Et tant De Gaulle que Mitterrand était sur ce point populaire, et Jacques Chirac aussi, populaire dans le monde entier. Là, on se rappelle de l'Algarade à Jérusalem en 96, parce que justement, sur ce sujet sensible qui, malgré ce que l'on dit, malgré les multiples conflits du Proche-Orient, reste quand même central dans les consciences publiques, les gouvernements arabes s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement, ils sont prêts à signer un accord sur tout, mais pas les populations, pas les peuples. Et donc ça reste central, et le fait que sur ce sujet-là, la France ait un discours différent du discours occidental général, faisait justement d'elle un pays qu'on ne pouvait pas résumer comme occidental. Parce que le gaulle-mitterrandisme, c'est dire, oui, la France est un pays occidental, on ne va pas nier cela, mais elle n'est pas que cela. On ne peut pas résumer la France uniquement à son caractère occidental, elle est aussi un pays universel, un pays multiple universel qui a des liens avec l'ensemble des autres pays en fonction de l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Et il faut être cohérent, qu'on ne peut pas dire qu'on est la patrie des droits de l'homme et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes si on soutient, fût-ce implicitement, l'occupation d'un peuple par un autre. C'est tout à fait contradictoire. Donc, grosso modo, je pense que Emmanuel Macron, au cours de ses premiers mois de présidence, a respecté son engagement de faire du gaulo-mitterrandisme, à une exception près, mais cette exception n'est pas mineure. Merci Pascal. Pierre Aski, alors, est-ce qu'il y a une... Bon. Pierre Aski, donc, qui... est-ce qu'il y a une cohérence donc, de la politique d'Emmanuel Macron et peut-être quels sont les 2-3 points clés de cette politique étrangère? Alors, bonjour à tous. Moi, je distinguerais 3 cercles. Le premier, c'est la capacité à développer une politique étrangère et à l'incarner. La deuxième, c'est l'Europe. Et la troisième, c'est la cohérence globale de la politique étrangère. Sur les 2 premiers points, c'est allé très vite. C'est sûr que c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup surpris, c'est la capacité
l'effet d'opportunité aussi qu'Emmanuel Macron a eu à occuper le centre de l'arène internationale. Il l'a fait de manière très rapide parce qu'il y a eu d'abord les échéances, le sommet de l'OTAN, le 14 juillet, la visite de Poutine, etc., qui lui ont donné des occasions, mais aussi parce qu'il y avait une conjoncture européenne qui lui était favorable. La Grande-Bretagne s'est mise hors du jeu avec le Brexit et l'Allemagne était en période préélectorale. Et en plus, Angela Merkel a d'entrée de jeu eu des rapports exécrables avec Donald Trump. Il y avait une place à prendre comme interlocuteur, comme porte-voix d'une Europe sur la scène internationale. Et donc, de ce point de vue-là, le contrat a été rempli parce qu'il a redonné une place à la France sur cette scène diplomatique de manière assez rapide, efficace et qui a frappé les opinions dans le monde entier. On l'a vu avec un nombre de unes de journaux assez considérable, très favorable à la France, qui n'avait pas été le cas depuis très longtemps. Le deuxième point, et je pense que c'est le point majeur, c'est celui de l'Europe. D'abord, il faut quand même rappeler que c'était le seul candidat à faire campagne ouvertement sur le thème de l'Europe, le drapeau européen dans les meetings, etc. Donc, il n'a pas avancé masqué. Il est avancé au contraire à visage totalement découvert sur ce sujet. Et depuis, il y a eu, et c'est le sujet aussi, et c'est très important, je pense, si on veut comprendre ce qui est en train de se passer, sur lequel se fait le lien entre la politique intérieure et notamment la politique économique et la politique extérieure. Et je reprends quelque chose que disait tout à l'heure Pascal, qui est la décrédibilisation en gros, de la France des deux derniers quinquennats, des deux derniers présidents, face à l'Allemagne, parce que la France ne respectait pas ses engagements. Et lorsqu'il y a eu la première rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, elle lui a dit, en gros, vous êtes formidable, mais ce sont les actes qui comptent. Et là, c'est aussi la clé pour comprendre un certain nombre de choix économiques qui ont été faits, notamment sur le plan budgétaire, parce qu'il y a une exigence quasiment centrale dans l'attitude de Macron sur le fait de respecter ses engagements, et notamment budgétaires vis-à-vis des déficits, etc., pour être crédible sur le plan européen. Macron sait très bien que la France a perdu ce crédit et que si elle arrive sur la scène européenne en disant voilà mon plan pour les 10 prochaines années, alors qu'on ne fait pas le boulot à la maison, on n'est pas crédible et ça n'a aucune portée. Aujourd'hui, ce qui permet à Emmanuel Macron d'avoir une voix qui porte, c'est le fait de dire je fais le travail à la maison et je suis en train de réduire véritablement les déficits, de transformer l'économie française. Et ça, c'est très important. Il y a une autre chose que je trouve très significative et très importante sur ce volet européen. Jean-Pierre parlait tout à l'heure des deux discours, celui d'Athènes et celui de la Sorbonne. Dans le discours d'Athènes, il y a un point qui n'a pas été relevé, je trouve, et qui est fondamental. Emmanuel Macron a fait une sorte d'autocritique qui ne le concerne pas puisqu'il n'était pas aux affaires à l'époque, mais sur la manière dont la France a contourné le non de 2005. C'est un passage extrêmement important de ce discours dans lequel il dit la manière dont les gouvernements français ont contourné le choix démocratique des Français, en gros en faisant le même traité par la porte de derrière, par la voie parlementaire et non plus par la voie référendaire, a été une erreur. Et ça, c'est quelque chose, je l'ai écrit dans mon bouquin alors que j'ai voté oui au référendum, mais je pense que ça a été une erreur fondamentale qui a ruiné l'esprit démocratique qui doit présider à la construction européenne, de dire aux gens, ok, vous votez non, mais vous allez le faire quand même, on va vous le mettre quand même par une autre voie. Et ça, il est le premier chef d'État français à dire ouvertement, on a commis une erreur, une sorte de crime contre la démocratie, en refusant de prendre en compte le choix librement exprimé par les Français. Je pense que c'est un aspect très important dans la reconquête de crédibilité du projet européen dans laquelle il est engagé. Il dit, et ça c'est le cœur du discours de la Sorbonne, au-delà des propositions concrètes, il dit
l'époque où on avançait masqué sur l'Europe, c'était Delors qui disait ça, ce qui était, en gros, on ne va pas demander aux gens de trancher entre le fédéralisme, le confédéralisme, les États-nations, etc. On avance et on verra. Et cette époque, elle a peut-être correspondu à un temps historique de la construction européenne, ça se discute. En tout cas, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années, la montée des populismes, des oppositions, etc., c'est impossible de se dire qu'on va construire l'Europe sans les peuples ou sans l'adhésion des peuples. Et ça, c'est au cœur de ce discours de la Sorbonne, et c'est, je trouve, très intéressant, parce que là, il y a une vraie rupture dans le fait de dire on va être très ambitieux pour l'Europe, parce que c'est ça c'est le bon niveau pour traiter tous les problèmes de la planète aujourd'hui, mais on ne le fera pas sans les peuples, que ce soit le peuple français ou les autres. Et ça, c'est je trouve, sur le terrain politique, la chose la plus significative. Après, la route est longue et comme dirait Raffarin, voilà, vous connaissez la suite. Le troisième point très important sur l'Europe, et ça Pascal y a fait allusion, c'est effectivement l'Europe, ça marche par la construction de coalitions. Un pays tout seul ne dicte pas sa loi aux 27 autres. Ça ne s'est jamais produit et ça ne se produira jamais. Même l'Allemagne, qui est le pays le plus puissant en Europe aujourd'hui, sait très bien qu'elle ne peut pas diriger seule l'Europe. Or, on a, par arrogance française, je pense bien souvent, on a négligé la construction de coalitions. Et la méthode, par exemple, que Macron a suivie sur la directive des travailleurs détachés est très intéressante, parce qu'il est allé faire cette tournée des pays concernés en Europe centrale et orientale. Il s'est pris la Pologne de front, et ça a provoqué une tension très forte avec le gouvernement polonais, mais il a négocié avec tous les autres et il a isolé la Pologne. Et alors on verra à l'arrivée au sommet ce qui sortira de la négociation. La décision est prise à la majorité simple. Donc le fait d'avoir la Pologne contre soi n'est pas nécessairement un handicap si on a créé une vraie coalition de pays pour réformer cette directive. S'il réussit à réformer cette directive, qui était un de ses grands engagements de campagne, je pense qu'il aura de ce point de vue-là un crédit non négligeable. Après, il faudra voir le résultat, s'il n'a pas trop baissé le curseur sur la réforme. Donc, globalement, sur l'ambition affichée européenne, sur la démarche politique qui est celle de renouer avec la confiance des peuples et la construction de coalitions, évidemment, d'abord et avant tout avec l'Allemagne, mais pas seulement, je pense qu'il y a là une vraie stratégie qui a été menée et qui est cohérente. Le troisième point, qui est celui de la cohérence globale, là, ça devient plus compliqué. Parce que je pense que autant Macron avait pensé sa vision de l'Europe avant, elle était déjà dans son livre l'an dernier, et elle a scandé toute sa campagne électorale, autant le reste du monde en était extrêmement absent. Et je pense que là, on a affaire à des hésitations qui sont selon les sujets, parfois embarrassantes. Alors c'est vrai que sur certains gros sujets, il a des décisions de principe qui sont fortes, l'Iran, le climat, c'est incontestable et c'est très bien. En revanche, sur les autres sujets moyen-orientaux, l'inflexion est quand même un peu plus difficile à avoir. Par exemple, par rapport aux pays du Golfe, à l'Arabie saoudite, à la relation que la France a avec l'Arabie saoudite ou le Qatar, dans la crise qui les a opposés récemment, on n'a pas vu une France ni très active, ni très courageuse dans ses prises de position, et encore moins, et ça, je trouve ça un peu difficile à accepter, par rapport à ce qui se passe au Yémen, qui est un conflit abominable dans lequel la France est indirectement engagée par son soutien à l'Arabie saoudite et sur lequel elle a fermé les yeux comme la plupart des pays du monde. Et ce pays a été réduit dans un état absolument lamentable, sans aucun résultat politique. Parce que qu'une guerre, si encore une guerre aboutissait à une situation positive, entre guillemets, à l'arrivée, mais ce n'est même pas le cas. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a un manque de courage et
peut-être de vision qui est lamentable. Sur le conflit israélo-palestinien aussi, alors, Pascal a dit l'essentiel, mais il faut quand même rappeler cette invitation qui a été faite à Netanyahou pendant l'anniversaire du Veldiv, avec ce discours complaisant vis-à-vis de Netanyahou, et cette phrase sur toute critique antisioniste et de l'antisémitisme, qui est une position qui est quand même extrêmement discutable et contestable, et qui était inappropriée dans ce cadre-là. Et je pense qu'il a fait une erreur peut-être de jugement. Je pense qu'il a cru qu'il pouvait reproduire avec Netanyahou ce qu'il a fait avec Trump, c'est-à-dire, en gros, tu as parlé, je crois, de calinothérapie pour mieux s'opposer. Je pense que ça marche très bien avec Trump. Ce n'est pas du tout adapté à un personnage comme Netanyahou, qui va prendre tous les câlins et qui va vous envoyer balader pour le reste. Et on l'a bien vu avant-hier encore. Netanyahou a fait un discours pour les 50 ans de la colonie de Gush Etzion au sud de Jérusalem, dans lequel il a dit « Je ne retirerai plus une seule colonie ». Donc un message de fin de non-recevoir à la fois à la communauté internationale et aux Palestiniens qui est extrêmement dangereux. Et là, la France n'a pas aujourd'hui, ça peut changer, ça peut évoluer, mais la France n'a pas encore aujourd'hui une position claire, rationnelle, cohérente sur ce sujet. Sur la Syrie, autre sujet lourd et important, il y a eu cette première inflexion en disant ne demandant plus le départ de Bachar el-Assad, avec cette phrase très maladroite « personne ne m'a présenté le successeur ». Bon, tous les dictateurs au monde s'arrangent pour qu'il n'y ait pas de successeur, donc on va jamais présenter le successeur de quelque despote que ce soit. Mais cette phrase était très maladroite. En plus, la manière dont elle était exprimée avait l'air de passer par perte et profit tout ce qui s'était passé depuis 5 ans. Il est revenu en arrière depuis. Il y a eu une relative inflexion faite notamment par Le Drian. Bref, on voit bien qu'on est encore à tâtons. Et donc, il y a une vraie différence, à mon sens, entre la cohérence de l'approche européenne qui, elle, a été pensée en amont, bien avant la campagne électorale, et qui se déroule aujourd'hui de manière assez convaincante, je trouve, et assez séduisante pour toute personne qui croit que le niveau européen est celui que nous devons reconquérir et construire. En revanche, je suis plus réservé sur la cohérence globale et sur le reste, même si aujourd'hui, dans le monde dysfonctionnel dans lequel on est, l'approche relativement raisonnable de Macron le rend une des voies les plus apaisées de la planète. J'ai regardé la séance de l'Assemblée générale de l'ONU où Trump et Macron se sont quasiment succédés à 1 heure d'intervalle. On se dit heureusement qu'il y a une voix qui prône encore le multilatéralisme et qui pense que la guerre n'est pas forcément le bon moyen pour résoudre les conflits, parce que le discours de Trump était évidemment totalement effrayant par à la fois sur le côté, je vais rayer de la carte la Corée du Nord, le vocabulaire employé, enfin bref, c'est là qu'on se dit que peut-être que cette voie raisonnable, elle est aujourd'hui nécessaire dans le monde actuel. Très bien. Sur l'Europe, j'ajouterais 2 points effectivement sur la technique de négociation. Sur les questions de défense, il est parti avec l'Allemagne, et c'était notamment le sommet du 13 juillet. Ensuite, il y a eu une lettre qui a été signée sur les questions d'Europe de la défense avec les Italiens et les Espagnols, ce dont tu parlais, Pascal, et le soutien d'un certain nombre de pays. Donc il y a cette volonté de ne pas rester effectivement dans un cadre franco-allemand et de bien élargir les coalitions pour pouvoir effectivement obtenir un résultat au niveau européen. La deuxième chose, moi je me souviens en 2014, il y avait eu un débat en France au sein du gouvernement, savoir si y aurait un débat, une campagne par rapport aux élections au Parlement européen. Et finalement, il avait été décidé d'en faire
le moins possible, avec cette crainte tout simplement de voir les partis anti-européens d'extrême droite faire un très bon résultat, ce qui est un paradoxe, ne pas vouloir débattre de l'Europe par crainte des anti-européens. Là, ce qu'on voit dans le discours de la Sorbonne, mais on verra s'il y aura s'il va effectivement appliquer cette politique, c'est d'avoir une sorte de convention démocratique de débat avec le peuple en lui-même et d'avoir un vrai débat au moment des élections au Parlement européen en 2019. Et cette proposition d'avoir sur les sièges britanniques des listes transnationales, donc pan-européennes et non plus nationales. Jean-Dominique. La diplomatie sur Macron, n'oublions pas un détail, c'est d'abord la politique extérieure de la France. Et la politique extérieure de la France, les éléments de continuité sont considérablement plus importants que les éléments de rupture ou d'évolution. Pour une raison simple, c'est qu'au mois de mai, la France n'a pas changé, ses intérêts n'ont pas changé et ses valeurs n'ont pas changé non plus. Nous restons le même pays. Nous restons le même pays au même endroit sur la planète, avec la même histoire. Et donc, l'ère, comme on dit pour un paquebot, de la politique extérieure de la France, elle est extrêmement... on peut la changer, mais on la change doucement et on ne fait pas des zigzags. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Les éléments de continuité dominent considérablement, mais par la nature des choses, sur les éléments d'évolution ou de rupture. Par exemple, nous restons avec les mêmes alliés. Nous restons au sein de l'Union européenne, nous restons au sein de l'Alliance atlantique, nous restons membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qu'on appelle le P5, et donc nous continuons à avoir une vision globale des affaires mondiales, et nous voulons rester un acteur global. Nous continuons, par exemple, à être une puissance nucléaire, et donc ce simple fait conditionne énormément de choses dans notre politique internationale. Donc, les éléments de continuité demeurent. Alors, évidemment, nous avons un nouveau président. Et chaque fois que nous avons un nouveau président, les mêmes choses se passent. L'impétrant arrive et dit « Avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir ». C'est le quatrième que j'observe en tant que journaliste un peu spécialisé. On a vu l'arrivée de Jacques Chirac en 1995, Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Et à chaque fois, le même discours se reproduit, la même communication, il disait, on devrait dire, se reproduit. Vous allez voir ce que vous allez voir, avec des choses qu'on entend bien en dehors, bien au-delà de la vie politique. Mes prédécesseurs étaient des incompétents et mes successeurs seront des intrigants. On connaît ça dans toute vie professionnelle. C'est un peu ça qui se passe en politique avec une personnalité assez forte. Emmanuel Macron, c'est pas n'importe qui, manifestement. C'est quelqu'un qui a un talent personnel tout à fait considérable. Et donc, évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Donc, c'est intéressant à observer. Alors, il faut évidemment mettre des nuances. La première d'entre elles, c'est qu'Emmanuel Macron a un style personnel qui correspond bien à l'époque. C'est-à-dire que ce style l'époque, c'est celle où l'image domine par rapport au texte. La poignée de main virile de Macron avec Donald Trump a beaucoup plus marqué les opinions internationales que son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Discours par ailleurs extrêmement bon, mais peu importe. Ce que les gens retiennent, c'est effectivement cette poignée de main où je saisis la main droite de Trump et je lui écrase la main et je lui dis « tu vas voir, moi j'en ai moi aussi ». Voilà. Donc ça compte ça. Et Macron, il est très très bon pour ça. Il est très très bon pour ça. Voilà. Donc son entrée sur la scène
est vraiment spectaculaire. Cette semaine encore, The Economist, le grand hebdomadaire de référence internationale, fait la une sur Emmanuel Macron en disant c'est le nouvel ordre mondial, je crois, qui est là. Bref, c'est cocorico, tout va bien. Alors, reste qu'Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pour l'instant pas affronté de crise internationale. Aucune. Donc nous verrons à l'usage. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac affrontent des crises, de grosses crises, notamment par exemple celle de 2003 sur la guerre d'Irak. Nicolas Sarkozy a affronté une énorme crise qui a été la crise financière et économique. Voilà. C'était pas rien quand ça arrive. Et François Hollande a affronté d'autres crises, le terrorisme, la guerre au Mali, enfin voilà. On les a vues à l'œuvre. On en pense ce qu'on en veut, mais elles ont été là. Pour l'instant, honnêtement, au niveau international, depuis 4 mois, 5 mois bientôt, il n'a pas affronté de crise. Donc, restons prudents dans nos conclusions. Il y a évidemment la tentation, et c'est peut-être le cœur de sa politique, de remettre la France, de remettre la France dans l'action, c'est-à-dire de se dire, de remettre la France dans le jeu, comme on dit à l'Élysée. On va remettre la France dans le jeu international. Alors, ça se voit sur plein de dossiers. Par exemple, le dossier syrien, il dit, la France n'a pas mené une bonne politique, donc je vais essayer de la remettre avec une initiative internationale. Alors, il faut faire attention à ça. Soyons prudents, parce que un diplomate de mes amis me disait l'autre jour quelque chose d'assez amusant. Il me dit, tu sais, chez nous, les diplomates, on considère qu'il vaut toujours mieux une solution médiocre avec nous qu'une bonne solution dont on serait exclu. Donc, il y a cette tentation française qui est là. Cette tentation française de jouer un rôle, pour dire nous sommes là. Après, sur quoi ça débouche? C'est peut-être pas toujours la préoccupation essentielle des gens qui produisent la politique étrangère. Il ne faut jamais oublier, il faut faire un peu de sociologie des organisations. Les organisations, les politiques, les diplomates, les armées, parfois mènent des actions pour simplement justifier leur propre existence. Donc on est parfois amené à faire des choses tout simplement pour les faire, pour être là, pour justifier le fait qu'on sert à quelque chose. Donc il y a cette tentation, et comme on dit aujourd'hui dans un français un peu anglo-saxonisé, enfin bref, anglicisé, attendons de voir ce que ça délivre, ça. Quelles seront les conclusions, les effets? On fait un groupe de contact sur la Syrie, bon, ouais, tout le monde dit c'est plutôt pas mal, mais sur quoi ça va déboucher alors que, de fait, la France ne pèse plus rien dans ce dossier? Alors on essaie de se rentrer par la fenêtre alors qu'on est sorti par la porte. Ok, mais soyons très prudents. Sur l'Europe, c'est très intéressant la position d'Emmanuel Macron. C'est un Européen convaincu. Mais ce n'est pas un Européen béat. C'est-à-dire qu'il a compris que la construction européenne telle qu'elle se faisait depuis sans doute une vingtaine d'années, peut-être même plus, ne marchait pas. Ce que faisait remarquer Pierre Aski tout à l'heure, c'est très juste sur l'affaire du référendum de 2005. Honnêtement, cet aspect m'avait totalement échappé, mais la remarque est très pertinente. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'Emmanuel Macron sait bien qu'une grande partie de l'électorat européen, et notamment de l'électorat français, ne partage pas ce sentiment pro-européen. Et il a compris qu'il fallait lui parler à cet électorat. Il s'est retrouvé au deuxième tour face à Marine Le Pen. Il a vu les résultats du premier tour avec énormément d'électeurs qui votaient pour des gens qui étaient au minimum eurosceptiques.
Il voit que le phénomène existe bien au-delà de l'électorat français en Europe, le Brexit évidemment, mais aussi le vote en Allemagne, mais bon, avec l'AfD ou même des libéraux qui sont pro-européens mais qui ne veulent pas payer pour les autres. Bref, donc il a bien compris ça. Et il utilise assez habilement le vocabulaire des eurosceptiques ou des anti-européens en le retournant de manière pro-européenne. D'où toute sa thématique sur l'Europe qui protège ou la souveraineté européenne. Voilà des mots, protection, souveraineté, qui ne sont pas des mots du vocabulaire européiste, bruxellois, traditionnel. Au contraire, c'est des mots qui sentent plutôt le soufre. La protection, on se dit, oui, la protection, c'est la fermeture des frontières, c'est ceci, c'est cela. On n'aime pas beaucoup ça à Bruxelles, c'est plutôt l'ouverture. Quant à la souveraineté, c'est celle des souverainistes et donc des nationalistes, bref. Mais il utilise ces mots pour construire son projet européen. C'est extrêmement habile. Est-ce que ça va marcher ? Là encore, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est extrêmement habile et c'est nouveau par rapport au discours précédent. J'ajouterais sur cet aspect qu'il essaie quand même, et honnêtement, on ne peut que le soutenir dans cette tentative, même si, voilà, on ne sait pas. Il essaie de redonner un sens à la construction européenne. Si on prend l'histoire de la construction européenne, l'année prochaine, ce sera les 70 ans. C'est cette année, non, c'est cette année, 57. Ah ben c'est cette année, voilà. Bref, on se voit pas vieillir, vous savez. Voilà. Bref, les 60 ans de la construction européenne. Les 30 premières années, c'est quoi ? C'est l'Europe, c'est la paix. C'est d'abord la réconciliation entre la France et l'Allemagne, c'est la paix, il n'y aura plus jamais de guerre entre nous, il n'y aura plus de ligne Maginot et on franchit le pont de Kehl en toute liberté. La génération suivante de la construction européenne, c'est l'Europe, c'est la liberté. C'est la liberté parce que c'est les puissants. On est passé du cœur, du noyau dur, les 6, qui s'étaient vraiment fait la guerre, on l'a élargi, et on l'a élargi d'abord aux dictatures d'extrême droite du Sud. N'oubliez pas, hein, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, c'était des dictatures d'extrême droite jusque dans les années 70. Ça a été la liberté. Puis, évidemment, la chute du mur et les anciennes... Je termine. Et les pays de l'Est qui rejoignent l'Union européenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la liberté. D'abord, la liberté de simplement la liberté politique et la liberté d'aller, de venir, de machin. Et au fond, ça s'est épuisé, ça, parce que finalement, la paix et la liberté, on les a en Europe. Et donc, il essaie, grâce à cette thématique de protection, de redonner une légitimité et un sens à la construction européenne. Je ne vois pas comment, honnêtement, on peut s'opposer frontalement à ce projet. Je pense qu'il faut, personnellement, je trouve que c'est un bon projet, donc réellement je le soutiens. Est-ce que c'est une idée gaulo-mitterrandiste ? Est-ce que c'est une idée... Ça, j'en sais rien. Je pense que s'il a beaucoup utilisé ce vocabulaire en se revendiquant du gaulo-mitterrandisme par rapport au néoconservatisme qu'il a dénoncé assez vivement dans ses propos, je crois que je pense que ça correspond à une conviction chez lui, mais c'est aussi une posture pour se démarquer de ses prédécesseurs, ses deux prédécesseurs, notamment Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc, on est au tout début d'une nouvelle période. Il y a des éléments intéressants, mais soyons prudents. On se revoit au moins peut-être l'année prochaine pour faire un autre bilan d'étape avec un peu plus d'éléments et espérons surtout pas une crise grave entre-temps. Ça, c'est ce qu'on peut espérer, c'est qu'on n'aura pas l'expérience de ça dans l'année qui vient. Merci Jean-Dominique Merchet. C'est vrai qu'il y a les gestes, hein, tu en as parlé, il y a les discours, et puis après les résultats. Le problème, c'est que la politique étrangère, c'est le temps long. Donc, c'est pas effectivement après 4 mois
on peut avoir déjà des résultats et effectivement, ce sera plutôt en 2018, 2019, 2020 qu'on aura ces résultats. Tout de suite, je passe la parole à Nicolas Tenzer. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre parlait effectivement du temps long qu'il nous faudra pour juger la politique étrangère et la politique tout court d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Je crois que l'horizon que lui-même se fixe est bien l'horizon de l'histoire. Je crois qu'il faut comprendre tout ce qu'il a dit et ce qu'il dit progressivement, les blocs qu'il dévoile petit à petit, et je pense qu'il n'a pas encore tout dévoilé, dans le cadre de la manière dont lui-même se perçoit comme personnage historique. C'est un homme qui est extrêmement cultivé, qui a beaucoup réfléchi, notamment de philosophie politique, qui a beaucoup lu de livres d'histoire, et je crois qu'aujourd'hui, il a compris qu'il y avait une chance, une opportunité, et je crois que c'est ça qu'il entend faire passer. Comment je resterai peut-être dans l'histoire comme le leader du monde libre. Le leader du monde libre, aujourd'hui, il n'y en a peut-être plus. Ce n'est certainement pas Donald Trump, je n'ai pas besoin d'y insister. Ce n'est pas, évidemment, Madame May non plus. Ce n'est pas nécessairement Madame Merkel, non pas parce que les résultats des dernières élections allemandes étaient décevantes, mais tout simplement parce que l'Allemagne n'est pas une puissance complète sur le plan de la politique étrangère et de la défense. Et donc Emmanuel Macron se dit finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire compte tenu de mes valeurs et de mes principes? C'est apparaître comme celui qui aura refait surgir dans le monde et dans l'Europe de demain la place juste que doivent occuper la liberté, les droits et les droits de l'homme. Et je crois que cette idée de liberté était d'abord totalement centrale dans l'ensemble de sa campagne électorale. C'est un homme de liberté, c'est son premier terme, c'est le premier terme qu'il utilise, c'est la première chose qu'il veut dire. Son plaidoyer pour l'Europe, qui était vraiment au centre de son engagement politique, c'était un engagement d'abord au nom de la liberté, d'une conception de la liberté. Ce qu'il a dit, et qui est passé relativement inaperçu pendant la campagne, quand on regarde son programme, notamment sur les droits de l'homme, c'est un homme qui se définit comme un droit de l'hommiste. Certains ont dit oui, mais cet homme-là, en fait, il épouse les thèmes de, prenons par exemple, sans aucune critique contre lui à ce stade, évidemment contre Hubert Védrine, qui a fustigé l'Europe un peu et qui a fustigé les droits de l'hommiste régulièrement. Et là, on s'aperçoit que M. Védrine, qui à un certain moment a peut-être paru influent auprès d'Emmanuel Macron, en fait, ça a débouché chez Emmanuel Macron sur une politique qui est justement le contraire de la politique de Hubert Védrine, précisément parce qu'elle est attachée aux droits de l'homme. De ce point de vue-là, je crois que le discours des Nations Unies offre une clé assez extraordinaire. Tout ce discours a été centré sur les droits de l'homme. Ça a été centré sur les droits de l'homme, ça a été centré sur le droit des sans-voix, ça a été centré sur la question de la liberté, ça a été centré sur une volonté de s'insurger contre les meurtres, les crimes de guerre qui ont pu être commis, le nettoyage ethnique comme en Birmanie. Et dans la conférence de presse, ce n'est pas du tout un hasard, j'y reviendrai à propos de la politique syrienne et de ses ambiguïtés, toujours. Il a quand même dit clairement, maintenant, M. Assad est un criminel de guerre. Il l'avait dit déjà pendant la campagne, le 6 avril exactement. Il l'a redit, c'est un criminel de guerre. Il a raison, qui doit être déféré, je dirais, à la Cour pénale internationale. Et je crois que c'est cette idée-là qui aujourd'hui l'anime. Alors, est-ce que, par rapport à cette ambition-là, est-ce qu'il va y avoir une réussite ou est-ce qu'il n'y a pas des ambiguïtés? Je le dirai à la fin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce discours est complètement encore stabilisé et compris? Je crois qu'il n'est pas encore complètement stabilisé. Je crois qu'on a eu quelqu'un qui est à la fois un idéaliste, très profondément idéaliste, et qui est aussi un pragmatique et un réaliste. C'est quelqu'un qui a toujours dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est le résultat. Quitte à, dans le discours, ne pas tout dire, voire faire preuve, à un certain moment, de ruse. D'une ruse parfois qui peut être maladroite. Pierre Aski a rappelé cette phrase effectivement totalement maladroite sur Assad. En fait, il y en a eu deux. Il y a eu la première, personne ne m'a présenté de successeur légitime à M. Assad, que beaucoup ont compris comme étant finalement Assad est légitime, ce qui n'est pas du tout la position de Macron. En même temps, ça voulait dire qu'est-ce que je cherche en disant cela? Qu'est-ce que je cherche en disant que M. Assad n'est pas l'ennemi de la France, tout en disant par ailleurs que c'est un criminel de guerre qui a commis des crimes vraisemblablement contre l'humanité, etc. Eh bien, il dit qu'est-ce que je veux faire? Je veux essayer de peser sur la situation en Syrie. Je veux que la France rentre dans le jeu.
C'est ce qu'il a dit d'ailleurs très clairement lors du G7 de Taormine, lors de la conférence de presse, où il a dit qu'on ne peut pas laisser des puissances comme la Russie, l'Iran et la Turquie devenir les maîtres de jeu de la situation. Il faut rentrer absolument dans le jeu. Et donc je ne brusque pas, quitte à effectivement entraîner un peu d'ambiguïté. Je crois que quand on regarde également tout ce qu'il a dit, on en a déjà parlé, Pascal notamment l'a évoqué, tout ce qu'il a dit du gaulo-mitterrandisme, je crois que ça a été quelque chose dont il ne mesurait pas tout à fait la portée pour l'instant, et je ne suis plus du tout sûr, pas du tout sûr qu'aujourd'hui, il ne continue véritablement à ressasser en quelque sorte cette antienne, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, ou plutôt il en donnera une interprétation peut-être un tout petit peu différente de ce que certains ont vu. Et c'est là aussi où je voudrais revenir sur les éléments de continuité que Jean-Dominique, à mon avis, a très justement rappelé. Il a dit oui, on va être très différent, je vais faire sur la Syrie une politique très différente de la politique de mon prédécesseur François Hollande. Est-ce que la politique est véritablement si différente ? Je crois que sur les positions fondamentales, sur le fait que Assad ne peut pas être parti d'une solution, et d'ailleurs pas non plus d'une transition en Syrie, il a exactement la même position. Mais quand on discute un tout petit peu, je dirais, avec des gens qui sont assez proches, qu'on essaye de décrypter, disons, son discours, on s'aperçoit que son seul but, c'est de réintroduire la France dans le jeu dont il l'estime, en partie à raison probablement, que François Hollande l'en a écarté, c'est réintroduire la France dans le jeu pour peser. Ce n'est pas du tout un changement d'objectif. Moi, j'ai vu un certain nombre de personnes, par exemple sur la Russie également, dire « Oh là là, c'est extraordinaire par rapport à cette politique très anti-russe », plus exactement très anti-Poutine, parce que je dirais être anti-Poutine, c'est d'une certaine manière être très pro-russe. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais je pense effectivement qu'on a dit « Oui, mais monsieur Macron a une politique très beaucoup plus pro-russe que monsieur Hollande ». Je ne crois pas du tout que ce soit le cas. On a vu encore récemment Emmanuel Macron dire assez clairement qu'il soutenait les positions du président Poroshenko en Ukraine, quelle que soit la situation de l'Ukraine par ailleurs, et les réformes et la corruption et tous les problèmes qu'on connaît là-bas. Il n'est pas du tout du côté de Vladimir Poutine, même s'il dit qu'il faut continuer à discuter avec la Russie, ce que d'ailleurs Hollande n'a jamais cessé de faire. Sur les alliances fondamentales par rapport au gaulo-mitterrandisme, on s'aperçoit que non seulement Emmanuel Macron n'est pas du tout, pas plus que le général de Gaulle et François Mitterrand, en rupture avec la tradition d'une alliance de base avec les États-Unis. Le général de Gaulle, lors de la seconde crise de Berlin en 1961, lors de la crise des missiles en 1962, préalablement lors d'un discours en 1960, lorsqu'il était allé aux États-Unis, ont eu des discours qui étaient des discours clairement atlantistes, d'une certaine manière. Après, en 1966, il est sorti du commandement intégré, la France est sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN pour des raisons qui tenaient à ce que le général de Gaulle souhaitait, qui étaient essentiellement l'indépendance et l'autonomie de la force de frappe nucléaire, c'est-à-dire la dissuasion. Et c'était une condition pour cela. Donc je crois qu'il faut bien percevoir qu'en fait même le gaullisme d'une certaine manière, et Emmanuel Macron est assez habile pour savoir comment on peut jouer avec les concepts, le gaullisme dont il se réclame, c'est à la fois le gaullisme de l'indépendance nationale, mais c'est aussi le gaullisme de l'alliance fondamentale. De même que le mitterrandisme dont il se réclame, c'est un mitterrandisme effectivement qui est celui du multilatéralisme, de l'ouverture à l'ère du large, du fait qu'il faut tenir compte aussi des petits États, des petites puissances, des pays du Sud, etc. Mais c'est aussi le mitterrandisme qui se dit l'alliance avec l'Allemagne est totalement à la clé. Et c'est également l'idée du Mitterrand qui dit clairement lors de la crise des Pershing, il ne faut pas oublier que les euromissiles sont à l'ouest, sont à l'est, même si les pacifistes sont à l'ouest. Et qui finalement manifeste la solidarité fondamentale, là aussi, avec nos alliances pour nous protéger du danger essentiel, qui était le danger de l'URSS, qui est aujourd'hui le danger essentiel, celui de la Russie. Donc je pense qu'on a une vision très claire là-dessus d'Emmanuel Macron, qu'il faudra évidemment, et il ne peut pas le faire aujourd'hui, parce qu'il est obligé de manifester d'une certaine prudence stratégique pour pouvoir avancer, pour pouvoir convaincre.
Mais je crois qu'il y a cette ligne. Alors quels sont aujourd'hui les risques? Et je terminerai là-dessus rapidement. Quels sont aujourd'hui les risques? Les risques, je crois que le premier, c'est effectivement que les attentes sont extraordinairement fortes. Je passe à peu près la moitié de mon temps, comme beaucoup d'entre vous ici d'ailleurs, à l'étranger, et partout où je vais, en Europe, parfois en Asie, aux États-Unis, au Canada, l'attente par rapport à la France, porteuse des droits de l'homme, porteuse de l'Europe, porteur des valeurs de liberté, porteur des droits, c'est une attente considérable. C'était une attente pendant la campagne, c'est aujourd'hui une attente considérable. Donc aujourd'hui, il y a un risque. Le risque, c'est de décevoir, de ne pas apporter suffisamment de résultats, de s'effondrer, Jean-Dominique avait allusion, lors d'une crise brutale où on n'arriverait pas à tenir. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Le deuxième risque, c'est effectivement le double discours. D'une certaine manière, c'est ce qui figurait, parce que ce qu'a dit Pierre Aski à un moment, et je suis tout à fait d'accord avec lui, on ne peut pas défendre, comme Emmanuel Macron l'a fait, les droits de l'homme de manière exemplaire. C'est son plus beau, son plus important discours à l'ONU, je crois, sur la scène internationale, et ne pas considérer les crimes de guerre qui sont faits au Yémen aujourd'hui. Et on peut, comme je le fais, certains d'entre vous le savent peut-être, avoir une voix extrêmement claire dans la condamnation des crimes de guerre de Poutine, d'Assad et de l'Iran en Syrie, et dire exactement la même chose sur les crimes de guerre qui sont commis au Yémen. Donc il y a une universalité, et je crois que là-dessus, il faut clairement le dire. Emmanuel Macron, au demeurant, a commencé. Il a pris ses distances, on l'a vu lors de la conférence des ambassadeurs, par rapport à l'Arabie saoudite ou au Qatar, où il a quand même dit, attention, ce ne sont pas nécessairement des États avec lesquels on peut tout laisser passer. Mais je crois qu'il doit aller beaucoup plus loin. La deuxième chose, c'est évidemment sur l'Europe. L'Europe, c'est le centre, c'est la clé. Pour l'instant, il y a eu deux architectures, trois éléments, si vous voulez, d'architecture dans le discours de Macron sur l'Europe. Le premier élément d'architecture, c'était les valeurs, les libertés. C'était le discours d'Athènes. Et c'est également ce qui explique la position par rapport à la Hongrie et par rapport à la Pologne, où se passent effectivement des atteintes majeures aux valeurs fondamentales de liberté, de droit, de liberté de la presse, etc. Et il fallait le faire. Il fallait le rappeler. Il faut continuer à le rappeler. Le deuxième élément, c'est la réforme institutionnelle. Et ça a été le discours de la Sorbonne. Avec, je crois, des propositions qui fait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron définit l'agenda, véritablement, fixe l'agenda, ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord avec lui, il y a une marge de négociation, de discussion, mais définit l'agenda de la construction européenne. Et c'est quand même pas si mal. Il y a un troisième élément, un troisième bloc, et c'est là aussi où il y a le risque de déception, c'est qu'il faut bien voir que l'Europe est aujourd'hui un continent menacé. Menacé effectivement par les extrêmes, menacé par des valeurs qui ne sont plus les valeurs de liberté, et menacé dans sa sécurité. Soit directement, Pays-Baltes notamment, soit à ses frontières. Avec évidemment l'annexion illégale de la Crimée, l'invasion de l'Ukraine, en 2008 déjà, l'invasion et l'annexion qui existe toujours d'une partie de la Géorgie. Il ne faut jamais avoir. Et donc je crois qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce que la France pourra entraîner ses alliés dans la résolution de cette crise européenne, des crises européennes et de la crise syrienne? Et là, je crois qu'il y a un défi essentiel, parce que si on ne parvient pas à sortir de cela, et je ne reprocherai pas à Emmanuel Macron de ne pas réussir à le faire, mais c'est vrai que ça va probablement jeter une ombre sur sa politique, qui est peut-être d'une certaine manière une politique de la dernière chance. Merci. Merci. Merci Nicolas Tenzer. Il nous reste à peu près une petite demi-heure donc pour les questions. Je vais prendre peut-être, parce que je suppose qu'il y aura, et j'espère, beaucoup de questions, je vais prendre peut-être les questions par série de 3, poser des questions aussi brèves que possible, comme ça on pourra prendre le plus de questions possible. Bon. Messieurs, bonjour. Je voudrais rebondir sur ce que disent messieurs Aski, Merchet et Tenzer à propos de la Syrie. Toutes les enquêtes qui ont été faites auprès des Syriens de Syrie montrent que M. Assad a toujours eu plus de 50% de soutien auprès de son peuple. On ne comprendra jamais ce qui s'est passé en Syrie si on n'admet pas que nous avons nous-mêmes fait beaucoup d'erreurs et que la déstabilisation du pays est l'œuvre de gens que nous avons injectés dans ce pays, avant, pendant et après. Ça s'est passé pareil en Libye, il y a un documentaire de Canal+ qui le montre.
Ça s'est passé en Ukraine. Et donc la question, elle est, il faut un geste fort pour débloquer cette situation-là. Ce geste fort, pour moi, il n'y en a qu'un, ça serait de réouvrir notre ambassade à Damas, et ça serait de réouvrir notre lycée français à Damas, qui est toujours ouvert d'ailleurs, mais par des bénévoles, notamment un ancien proviseur à la retraite. D'accord ? Moi, ce geste fort, je l'attends depuis très longtemps, depuis les gouvernements précédents. Mais tant qu'on n'aura pas compris que ce n'est pas les Syriens qui ont voulu déstabiliser Assad, mais que c'est des étrangers qu'on a importés en Syrie, ça a été fait avant en Afghanistan, en Libye, un peu partout, tant qu'on n'aura pas compris ça, tant qu'on continuera de nier cette situation en continuant d'être superficiellement en train d'accuser Assad que c'est un vilain dictateur, on n'est pas crédible. On a fait 80 000 morts en Libye. 80 000 morts en 2 mois en Libye. On n'est pas crédible. Donc, je repose ma question. Est-ce qu'un jour, on peut réouvrir notre ambassade à Damas? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand? Pourquoi? Comment? Merci. Deuxième question. Bonjour à tous. Ma question s'adresse plus précisément à Monsieur Merchet. Vous avez évoqué l'intervention militaire française au Mali et vous avez conclu en disant espérons qu'il n'y ait pas d'autres crises graves. Est-ce que pour vous, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, au Myanmar ou Birmanie, avec les Rohingyas n'est pas une crise grave? Quelle est votre définition de crise grave? Et est-ce que finalement, pour qu'il y ait crise grave et donc intervention de la France, il faut d'autres intérêts que des intérêts simplement de préservation des libertés? Merci. Bonjour. Vous avez cité une zone d'ombre, en quelque sorte, dans la vision de Macron, qui va du Yémen jusqu'à la Syrie, géographiquement. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'élargir? C'est-à-dire que, par exemple, le discours de la Sorbonne, il n'y a rien sur la Turquie. Et quid exactement de la politique en Afrique du Nord de M. Macron, ou de la vision en Afrique du Nord d'une façon générale? Turquie, Afrique du Nord. Vous répondez pour la première question. Je vais répondre à la première question. Tant qu'on ne comprendra pas que ce sont des étrangers qui déstabilisent Assad, oui, on le comprend parce que c'est simplement faux. C'est simplement faux. Et dans tous les pays du monde, tous les dictateurs disent, quand ils sont contestés par leur population, que c'est l'étranger. Ce sont des gens qui ont manifesté pacifiquement contre le régime Assad dans la foulée des printemps arabes, sauf que, contrairement à ce qui s'est passé en Tunisie, là, Assad a fait le pari de militariser, de réprimer dans le sang une contestation initialement pacifique. Alors, vous n'êtes pas d'accord, très bien, mais les faits sont les faits et généralement, ils ont la tête dure. Donc, voilà. Alors, réouvrir l'ambassade, effectivement, ça me paraît compliqué dans l'état actuel parce que ça serait simplement réouvrir l'ambassade pour négocier la sortie d'Assad peut-être, mais la réouvrir maintenant, ça voudrait dire reconnaître de nouveau son régime et céder. Mais une fois encore, dans tous les pays du monde, dès qu'un pouvoir est contesté, il accuse l'étranger. Mais généralement, quand on fait reporter les fautes sur l'étranger, c'est qu'on n'est pas en très bonne disposition, et donc il y a quand même des centaines de milliers de morts qui sont morts du fait que Assad veut rester au pouvoir. Et ça, c'est un fait. S'il vous plaît, pour répondre... Il est difficile de décider quand on est bombardé. Voilà. Je vais répondre à monsieur. Alors, vraiment, je le dis à haute voix, on entend très, très, très mal d'ici les questions que vous posez. Je pense que la sono, il faudrait essayer de régler quelque chose. Donc, ce que j'ai cru comprendre dans votre question, monsieur, c'est sur qu'est-ce qu'une crise grave? Voilà. Alors, vous savez, effectivement, un réfugié qui se noie en traversant la Méditerranée, c'est une crise grave. Un enfant qui meurt du choléra au Yémen, c'est une crise grave. Et les Rohingyas en Birmanie, c'est une crise grave, incontestablement, d'un point de vue moral. J'ai aucun doute là-dessus. Après, on vit dans un monde où il y a des rapports de force. Ils ne conviennent pas forcément à la morale commune, mais ils existent. Et les crises graves, c'est les crises qui s'imposent tout d'un coup sur l'agenda d'un dirigeant politique.
lorsqu'il y a une crise financière comme celle de 2007-2008, vous ne pouvez pas éviter de la traiter. C'est-à-dire, on peut ne pas se préoccuper de ce qui se passe en Birmanie, on peut ne pas se préoccuper, d'ailleurs on ne s'en préoccupe pas de ce qui se passe au Yémen ou dans la région des Grands Lacs en Afrique. On ne peut pas ne pas se préoccuper de l'effondrement du système financier international. On ne peut pas ne pas se préoccuper lorsqu'il y a l'attentat du Bataclan. Voilà, c'est simplement ça. Donc il ne s'agit pas de porter des jugements moraux, de faire une hiérarchie en disant ça c'est grave, ça c'est pas grave. C'est simplement, voilà, à un moment vous avez la liberté d'action ou pas. La France peut demain prendre une position sur la Birmanie. La France peut même décider d'intervenir militairement en Birmanie si les Nations Unies votent une résolution dans ce sens-là. Mais c'est un choix. Et puis parfois, ce n'est pas un choix. Parfois, ça s'impose à vous, et c'est toute la différence. Et une crise grave pour un politique, c'est quand il n'a pas le choix. Voilà, je crois que c'est... Mais n'y voyez pas de morale, c'est simplement un état de fait. Sur la Turquie... Je pense que j'ai à peu près répondu à votre question sans en être totalement sûr. Mais on pourra continuer. Juste un mot d'abord, puisque c'est le Mali qui a été le déclencheur de cette question. Et je trouve qu'il y a une dimension intéressante aussi, c'est celle de la politique africaine d'Emmanuel Macron dont nous n'avons pas parlé. Et hier, Jean-Christophe Rufin faisait une observation qui était, je pense, tout à fait juste, qui était le fait que François Hollande avait, certes, peut-être arrêté une partie des réseaux et de l'héritage vieillissant de la France-Afrique, mais qu'il avait apporté qu'une réponse militaire aux crises africaines. Et que Emmanuel Macron, en tout cas au niveau du discours pour l'instant, veut y ajouter de la politique. Et qu'une partie de ce qu'il essaye de faire dans le Sahel, etc., c'est de redonner sa place à la politique, aux acteurs africains eux-mêmes. Et là, alors pour l'instant, on est au niveau des intentions, et ce n'est pas en 4 mois qu'on inverse une politique aussi fondamentale. Mais je pense qu'il y a la remise d'un rapport, la remise au centre de la politique française, d'un rapport plus équilibré, moins barbouzard et moins militaire avec l'Afrique. Et je pense que c'est une dimension absolument fondamentale, un enjeu énorme, peut-être d'abord plus pour la France que pour l'Afrique, paradoxalement, et qu'on a intérêt à le réussir, parce que le bilan de 60 ans de politique africaine est absolument calamiteux pour la France. Il y a beaucoup de choses à nettoyer et des pages à tourner. Et plus vite on tournera ces pages et on construira quelque chose de nouveau avec les Africains, mieux la France et peut-être l'Afrique se porteront. Donc ça, c'est un aspect important. Il y avait une question sur la Turquie. Alors, c'est vrai que la Turquie était absente du discours de la Sorbonne, mais le discours s'adressait à la refondation de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Et je pense que personne aujourd'hui ne peut imaginer la Turquie revenir dans le jeu de la négociation et de l'adhésion avec l'Europe dans le contexte actuel. Moi, ce qui me gêne dans la relation avec la Turquie, c'est le fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui encore à parler d'une seule voix en Europe dans les relations avec la Turquie. Angela Merkel a des relations exécrables avec Erdogan, il s'envoie des noms d'oiseaux, Erdogan traite les Allemands de nazis, etc., etc. Et la France reste extrêmement prudente, polie, négocie même des contrats de défense. Il y a un gros contrat qui est en discussion en ce moment avec Thales, avec la Turquie. Et ça pousse sans doute à ne pas avoir de politique commune. Je trouve que c'est une faille dans cette idée européenne, parce que ce qui se passe en Turquie est quand même effroyable. Alors, je suis président de Reporters sans frontières. La Turquie est devenue la plus grande prison de journalistes au monde.
des journaux fermés, des radios fermées. Il y a une régression démocratique qui est absolument terrible. Des gens qui sont poursuivis pour des... Moi, il se trouve que je suis parrain dans le cadre d'une opération qui a été montée en France du rédacteur en chef d'un journal turc, Ahmet Altan. Cet homme qui a 75 ans, qui est un vétéran de la presse turque extrêmement connu, il est accusé de terrorisme sur la base... on l'accuse d'avoir lancé des messages subliminaux à la télévision à la veille de la tentative de coup d'État l'an dernier. Alors faire reposer une accusation de terrorisme sur des messages subliminaux, c'est quand même, dans un tribunal normal, ça ne passerait pas la rampe. Là, il se trouve que la justice aujourd'hui en Turquie est totalement politisée, instrumentalisée, contrôlée, et que cet homme risque de passer ses derniers jours en prison. Il est en prison déjà depuis 1 an. Sur une accusation totalement farfelue. Mais merci. Sur la Turquie et les contrats d'armement, je crois qu'à l'heure actuelle, on se hâte très, très, très lentement quand même sur le sujet. Et la meilleure preuve, c'est que c'est quand même les Russes qui sont en train de revenir dans le... Il y a eu la création d'une joint venture entre Thales et un consortium d'entreprises turques. Ça a été annoncé par le ministère de la Défense turc cet été, donc quand même dans une situation, un contexte politique qui est extrêmement préoccupant. Oui, je crois peut-être juste pour faire un petit point rapide et répondre quand même à une des questions qui a été posée sur effectivement à la fois la notion de crise et aussi quand même la notion de priorité qui se dégage ou non du discours d'Emmanuel Macron de politique étrangère. Je crois qu'il y a plusieurs priorités et que je crois qu'il faut bien comprendre comment ces différentes priorités s'emboîtent. Il y a la première qu'il a annoncée, c'est la lutte contre le terrorisme, mais qui est essentiellement une question, soyons clairs, de sécurité extérieure. Je ne pense pas qu'une politique étrangère puisse reposer uniquement et voire même essentiellement sur cet objectif de lutte contre le terrorisme. C'est évidemment fondamental. Chaque chef d'État et de gouvernement, je crois, doit en faire une priorité parce que c'est inacceptable. C'est la garantie de sécurité des citoyens. Il n'y a pas de doute là-dessus. De ce point de vue-là, la lutte contre l'État islamique, il est évident qu'on ne peut pas la contester, mais ce n'est pas une politique étrangère. La deuxième chose, quel est le risque à résoudre, je dirais, le plus vite possible. Je crois que ce risque-là, c'est le risque, et Emmanuel Macron en est bien conscient, même s'il se garde d'en parler exactement en ces termes, c'est le risque majeur que fait courir la déstabilisation liée aux menaces russes sur l'Europe. Double menace très concrète à la périphérie. Tant que la question de l'Ukraine ne sera pas résolue d'une manière ou d'une autre, ce sera quelque chose qui pèsera sur l'Europe, qui divisera l'Europe. Deuxièmement, le risque idéologique, qui est la destruction de l'Europe, les valeurs antilibérales, la volonté d'attiser tous les mouvements sécessionnistes et le soutien aux partis d'extrême gauche et d'extrême droite. Et ça, je crois que c'est une vraie priorité. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a quelque chose chez Emmanuel Macron qui en prend conscience et qui apparaît à travers un troisième élément, je crois, qui n'a pas été suffisamment mentionné dans le grand discours, je dirais, de la Sorbonne, c'est que pour la première fois, on a un président français qui dit, depuis le référendum de 2005, je suis prêt à élargir à nouveau l'Europe avec la question des Balkans. Et que les Balkans redeviennent une question centrale. Donc ça n'a pas été mentionné très fortement, c'est apparu en filigrane, ça n'a pas été beaucoup relevé, mais c'est qu'on arrête de dire il n'y aura plus d'élargissement. Donc l'Europe est de nouveau en dynamisme, précisément parce qu'il y a derrière un enjeu géopolitique. Merci. Je vais reprendre une autre série de questions. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Dans le discours de M. Macron devant à l'occasion de la conférence des ambassadeurs, il a évoqué la Chine pour cette fois. Donc c'est plus nombreux même que l'Allemagne. Et donc je crois que c'est-à-dire il a pris au sérieux l'importance de la Chine. Et aussi, M. Macron, il a salué les efforts de la Chine sur la lutte contre le changement climatique, mais il a aussi exprimé sa position dure sur la réciprocité, sur le contrôle des investissements étrangers en Europe, etc. Donc, quel regard portez-vous sur la tracée de la coopération entre la France et la Chine au cours de son mandat? Merci. Oui,
Bonjour messieurs. Oui, merci de vos interventions extrêmement intéressantes et parfaitement claires. J'ai juste une question à vous poser parce que vous êtes resté, je crois, majoritairement au niveau de vos discours sur une diplomatie que l'on peut comprendre en tant que citoyen, qui est basée sur des paradigmes politiques. Vous reparliez justement des problèmes des Balkans, etc. Alors là, il y a des vieux relents d'histoire terrifiantes d'ailleurs. Et je me posais simplement le problème, comment la diplomatie, selon Macron, finalement prend en compte le changement complet du monde qui a basculé, comme on le dit assez souvent d'ailleurs, c'est du monde politique au monde économique et au monde financier. Et moi, en tant que pauvre petit citoyen français, je tombe dans un domaine où je sais que la finance internationale gouverne certainement, d'une certaine façon, la politique, bien entendu, mais la diplomatie peut-être aussi. Et quel est votre avis sur ce problème ? Oui, merci. Question courte. Peut-on dire vraiment que Emmanuel Macron est gaullien quand on sait que pendant qu'il était ministre de l'économie, il n'a rien fait pour aider Alstom, quand même, outil industriel, et qu'arrivé comme président, il a utilisé le budget militaire comme variable d'ajustement, alors que la Grande-Bretagne se désengage et qu'une Russie, certes affaiblie, peut être agressive. Merci. Ok. Vous répondez ? Bien. Je vais essayer de répondre sur la Chine. Je pense que pour le moment, il n'y a pas de politique chinoise d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est assez significatif que c'est le seul grand leader, Xi Jinping est le seul grand leader d'un grand pays avec lequel les liens n'ont pas encore été établis véritablement. Ils se sont rencontrés en marge du G20 en Allemagne, mais il n'y a pas eu ni de visite pour l'instant. Alors il y en aura une bientôt d'Emmanuel Macron en Chine, mais le Premier ministre indien Modi est venu en France, Poutine, Trump sont venus. Pour l'instant, il n'y a pas eu de contact fort entre les deux pays. Le seul effet d'opportunité qu'il y a eu, c'est effectivement l'entente sur le climat, qui a arrangé tout le monde, qui a arrangé aussi bien les Chinois que les Français, de pouvoir montrer que Trump était isolé dans son acte et non pas dans son acte de sortir des accords de Paris et non pas l'incarnation d'un refus plus universel. Ça arrange les Chinois parce que chaque renoncement multilatéral de Trump est compensé aujourd'hui par un surengagement de la Chine. On se souvient du discours de Xi Jinping à Davos en janvier, qui était le chantre de l'économie libérale, des échanges, du libre-échange, etc., ce qui était évidemment un effet d'opportunité pour le président chinois. Pareil avec le climat, qui correspond à la fois à une vraie prise de conscience par la Chine que sa situation environnementale est catastrophique, et donc il y a un enjeu intérieur très fort, et ça a arrangé sur le plan diplomatique, puisque ça donnait une vraie raison à cette entente avec la France. Après, il y a un enjeu fondamental qui est en train d'être discuté, c'est celui des rapports commerciaux de l'Europe avec le reste du monde, et singulièrement avec la Chine. Emmanuel Macron et Angela Merkel et un certain nombre de pays ont pris position en faveur de mécanismes de protection basés sur la réciprocité, qui est un mot qu'Emmanuel Macron a beaucoup employé pendant la campagne et qu'il continue à employer. C'est-à-dire, et là-dessus, il se rejoint très bien avec la chancelière allemande, puisque, en gros, l'idée, c'est on n'autorisera pas en Europe des choses qu'on ne peut pas faire dans l'autre sens. Sous-entendu, la Chine rachète des entreprises de haute technologie en Allemagne. Aucune entreprise européenne ne sera autorisée à acheter une entreprise de technologie chinoise. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle la réciprocité. Et tous les candidats l'ont dit pendant la campagne, l'Europe n'a pas les mécanismes qu'ont par exemple les États-Unis ou la Chine de
protection de ses intérêts. Il ne s'agit pas de protectionnisme. Protection et protectionnisme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que cette question-là, elle va être au cœur du rapport entre la France et la Chine. Si cette question n'est pas résolue, c'est-à-dire qu'elle se résout de manière conflictuelle entre l'Europe et la Chine, la relation ne sera pas bonne avec la Chine parce que ça empoisonnera les relations. Mais je pense que la Chine a connu ces dernières années pas seulement une croissance économique, mais une prise d'assurance et de pouvoir sur la scène internationale considérable, et sans nécessairement avoir trouvé le point d'équilibre dans ses relations avec les autres ensembles mondiaux. L'Europe était le maillon faible, affaibli en interne, affaibli politiquement, et aujourd'hui, si cette revitalisation de l'Europe se produit, la Chine va devoir apprendre à discuter avec un ensemble un peu plus cohérent et un peu plus solide. Si ça se fait, et si la Chine rentre dans cette relation, la relation pourra devenir plus équilibrée et plus harmonieuse. Sinon, on aura quelques années de haut et de bas. Sur votre question, monsieur, sur le Macron-gaullisme, enfin, le gaullisme, deux remarques. Contrairement à ce que vous suggérez, les dépenses militaires durant l'époque du général de Gaulle ont considérablement baissé dans notre pays. Elles sont passées de quasiment 6% lorsqu'il arrive au pouvoir en pleine guerre d'Algérie, à 3% à peu près, vous vérifierez les chiffres, ça se trouve sur Internet, mais c'est dès cet ordre-là, lorsqu'il est remplacé par Georges Pompidou, qui continue la baisse des dépenses militaires de manière assez significative jusque au milieu des années 70. Elles ne remonteront que sous le septennat de Giscard d'Estaing. Donc De Gaulle a baissé considérablement dans notre pays la part, le pourcentage de PIB des dépenses militaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est sorti en partie de la guerre d'Algérie. C'est pour ça qu'il voulait terminer la guerre d'Algérie, pour justement redonner du souffle et permettre une croissance économique. Il y a eu une croissance économique assez forte à cette époque. Donc il a préféré l'économie, clairement, le développement économique du pays, à son développement militaire, même si il a totalement réorienté la politique de défense vers la dissuasion. Mais les dépenses militaires ont considérablement baissé. On l'ignore souvent, mais je vous invite à regarder les chiffres. Deuxième remarque, effectivement, de l'industrie. Effectivement, il y a cette semaine un contraste assez étonnant entre les discours extrêmement lyriques d'Emmanuel Macron sur l'Europe et la réalité industrielle où on voit à 2 jours d'intervalle Alstom être acheté de fait, passer sous contrôle capitalistique, soyons précis, de Siemens, et les Italiens avoir la gouvernance opérationnelle, selon les termes de l'acteur, de principal acteur des chantiers SCX. Oui, évidemment, il y a un contraste clair. Alors, en même temps, comme dit Emmanuel Macron, voilà la constitution de 2 groupes européens, certes, pas français en leadership, mais néanmoins installés en France, avec des ingénieurs français, du capital français. 2 groupes européens dans des domaines importants, qui sont la construction navale et le ferroviaire, et ils se constituent justement, pour le coup, pour résister à la forte concurrence chinoise dans un cadre, effectivement, de division de l'industrie européenne. Donc, est-ce que c'est de la bonne politique industrielle ou pas? Chacun en juge, mais ce n'est certainement pas de la trahison nationale. Oui, un mot enfin de réponse et de conclusion par rapport à la question de monsieur sur la finance. On a beaucoup dit dans les années 90 que la géoéconomie allait remplacer la géopolitique. En fait, je crois qu'il n'y a pas de changement. La diplomatie, elle est forcément multifacette, elle est culturelle, elle est économique, elle est stratégique, politique. Bien sûr, les mouvements économiques, la finance jouent un rôle important, mais ça a toujours été le cas. Rappelez-vous d'ailleurs ce qu'on parlait sur les 200 familles auparavant, sur le rôle des groupes industriels dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc les choses évoluent, mais ce n'est pas nouveau que le monde économique a pris, et c'est ça la géopolitique.
La géopolitique, c'est une matière qui réunit l'histoire, la science économique, la sociologie, qui réunit toutes les sciences sociales, parce que pour comprendre une décision géopolitique, il faut faire appel à l'ensemble de ces savoirs réunis qui viennent finalement créer cette matière. Donc bien sûr, il faut s'occuper de l'économie, mais quand Pierre répond sur la Chine, il y a un volet politique et aussi un volet économique dans toutes les réponses que l'on peut faire. Et même en parlant de la Turquie ou en parlant de la Russie, comme l'a fait Nicolas, je crois que c'est lié. C'est ça qui fait l'intérêt de la géopolitique, c'est que c'est toutes ces matières en une et qui viennent converger. Il est très difficile de distinguer s'il y a 5% de telle matière ou 10% de l'autre, mais finalement, ça réunit tous ces facteurs pour faire une décision. Voilà, c'est le moment de conclure ces 5e géopolitiques de Nantes. Donc merci aux intervenants de cette table ronde et aux 50 autres qui sont venus. Merci aussi au public, parce que sans vous, bien sûr, le succès ne serait pas là. Nous, on est vraiment particulièrement heureux et fiers de ce moment, qui est un moment important. Et le succès, il ne se dément pas. Votre participation active et les moments de convivialité sont vraiment extrêmement satisfaisants. Et donc, rendez-vous pour les 6e. On va fixer la date bientôt, mais généralement, c'est le dernier vendredi et dernier samedi de septembre. Et on espère qu'on aura des conférenciers aussi talentueux et un public aussi passionné et aussi participatif à ces journées. Merci à tous.